Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du projet Placide. Placide, c'est une problématique, c'est comment fédérer environ 400-500 projets chez un grand opérateur énergétique sur une usine logicielle standardisée, uniformisée, et dans le cadre d'une démarche SRE initiée par ce grand opérateur énergétique français. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, parce qu'on ne se connaît pas encore. Et puis, je vais vous parler quand même pas mal de la démarche de Enedis sur cette plateforme-là. Et puis, la manière dont on a construit la solution. Et enfin, la manière dont on a fait vivre après la plateforme une fois déployée. Et puis je vous donnerai quelques chiffres un petit peu pour vous montrer qu'on a été très très bon. Et puis vous parler un peu du futur de la plateforme, parce que c'est vraiment une plateforme qui s'inscrit dans le long terme chez Enedis. Alors à propos de moi, je m'appelle Sébastien Longo. J'ai un peu plus de 50 ans. Je suis practice leader sur le domaine DevOps et Cloud chez Clanic. Après, mes stacks, je fais de l'infra. Donc, je parle couramment le Terraform. Je travaille toujours autour des orchestrateurs de conteneurs. Et voilà, idéalement, ma stack idéale, c'est un bon cluster cube chez Amazon, parce que j'ai commencé là-dessus. Et puis de l'infra as code, de la CI/CD et de l'observabilité, parce que à la base, je suis quand même SRE. Mon GitLog, c'est initial commit en 1974, un mariage et de magnifiques enfants en 2004 et 2009. Et puis 2014, j'arrive chez Clanic et en tant que consultant. Et maintenant, depuis 2021, je suis practice leader DevOps et Cloud. Qu'est-ce que j'aime faire ? En bon geek, de la simulation de vol. En bon métalleux, aller au Hellfest. Et puis quand même un petit peu sur les heures de bureau, on fait pas mal d'infra et de cloud. Alors, je vous parle du projet Placide. C'est une démarche SRE en fait qui a été initiée par Enedis en 2020. Et après 4 ou 5 années de transformation agile de l'ensemble de la DSI chez Enedis, on s'est dit que le DevOps c'était pas mal, mais qu'il allait falloir passer la seconde côté infrastructure et chaîne CI/CD. On avait des développeurs qui étaient formés à l'agilité, toute une DSI côté études qui était biberonnée au framework SAFe, et il allait falloir rendre les infras aussi agiles que les développeurs. Donc Enedis énonce un petit peu ces défis. C'est s'adapter à la complexité technologique qui va beaucoup grandir du coup, faire face à un volume croissant d'applications qui vont arriver dans le SI, une grosse modernisation qui a été faite. On a une population d'environ 300 développeurs on-site, et puis pas loin de 200 développeurs dans des boîtes de prestat externes qui développent des applications, j'ai envie de dire, à tort et à travers. Donc il va falloir que les infras suivent, avec une transformation à l'agilité qui fait que les mises en production vont être de plus en plus fréquentes. Donc un système de build et de déploiement qui doit être le plus solide et le plus performant possible. Et puis les applications d'informatique de gestion côté Enedis étaient des choses un petit peu secondaires par rapport à la production et la distribution d'électricité, à la vraie prod d'Enedis. On allait devoir aussi avoir des applications qui allaient devenir de plus en plus critiques. On fait de moins en moins de choses.
avec un stylo et un crayon chez Enedis. De plus en plus, c'est webifié. Il y a une application pour faire un petit peu tout. Donc, du coup, il va falloir avoir des systèmes de plus en plus robustes et résilients. Surtout résilients. Parce que robuste, ça n'existe pas trop. C'est robuste tant qu'on ne secoue pas trop. Il faut s'attendre à ce que ça casse. Et tout le SRE, c'est grosso modo ça. Hein, c'est savoir ce qui se passe quand on casse des choses. Il va falloir rendre le SI de plus en plus fiable et puis aussi maintenir une trajectoire budgétaire à peu près stable dans un système qui va beaucoup grossir. Donc Enedis émet cet appel d'offres-là, qui est un appel d'offres, on va dire SRE, mais assez vaste, qui constitue plusieurs volets. Mais déjà, quand on reçoit ça, nous, chez Clanic en 2020, on se dit, il va falloir rendre ça plus efficace. Donc, il va y avoir des thématiques d'apéisation. Il va falloir choisir des outils qui sont apaisables parce qu'il va falloir automatiser un maximum de choses. Clairement, dans l'appel d'offres, on nous laisse entendre que ça va beaucoup tourner autour des conteneurs. On va avoir besoin, comme le SI va beaucoup grossir en assez peu de temps, il va falloir de la solution assez élastique, des solutions efficaces et surtout performantes. L'idée, c'est quand même de gagner du temps sur le build, sur les tests, sur les validations. Du coup, on a notre appel d'offres. Et puis, sur la partie usine logicielle, donc il y a un lot qui est dédié à l'usine logicielle. Et la problématique est enfin énoncée clairement par Enedis. Et ils nous disent qu'ils ont plusieurs usines logicielles qui se sont lancées, parce que la transformation agile, je vous disais, côté développeur, a déjà commencé depuis quelques années. Donc les développeurs n'ont pas attendu les infras et ont commencé à monter des usines logicielles un peu partout dans le SI. Ils n'ont pas fait tous les mêmes choix technologiques, donc il y en a un peu à toutes les sauces. Et la grosse problématique, en tout cas technique, ça va être de construire une usine pour l'ensemble du groupe. Bien sûr, il va falloir avoir des chaînes homogènes, parce que c'est ce qui va faire gagner du temps d'onboarding pour les développeurs. Si on a quelque chose d'un peu homogène, un développeur de l'appli A, quand il va basculer dans l'équipe de l'appli B, il aura les mêmes outils sur son appli B. L'objectif au terme du marché, c'est d'avoir une usine logicielle qui permet de gérer à peu près tous les builds dans l'ensemble du groupe. On va parler juste du SI bureautique, on va dire informatique de gestion. Il y a un deuxième SI chez Enedis qui est un SI qui est raccordé à la production électrique et qui gère donc des informations, de la télémétrie par exemple, des compteurs Linky ou des choses comme ça. Et ça, c'est sur un réseau séparé. Pour l'instant, l'appel d'offres n'en fait pas état. Et nous, on va se contenter déjà du SI, on va dire bureautique, informatique de gestion. Il y a déjà des outils annexes à l'usine qui ont déjà été un petit peu standardisés. On a une registrie Artifactory, pour ne pas le nommer, qui tourne. On a bien sûr des outils d'analyse de code, Sonar, Checkmarks. On a une solution de gestion de secrets aussi, basée sur du HashiCorp Vault. Et l'idée, ça va être de sortir une usine qui va réutiliser ces outils-là et se plugger sur ces outils pour éviter de déployer, de réinventer la roue, en fait. Donc on va se dire qu'il nous faut toujours une solution élastique. Il faut de l'observabilité. Il va falloir qu'on puisse prendre des mesures parce que ça va nous faire, j'ai envie de dire, gagner des points vis-à-vis du client
sur l'adoption de l'usine. Un des gros enjeux, c'est on a déjà des développeurs qui sont sur des usines un petit peu éparpillées dans le SI. Il faut apporter la preuve à ces développeurs-là, à ces chefs d'équipe, que notre usine, elle fait tout ce que faisait la leur, mais elle le fait mieux, elle le fait plus vite. Donc il va falloir de l'observabilité. Il faut que ça soit bien sûr encore plus automatisé que ce qu'ils ont pu déjà avoir dans leurs embryons d'usine, un peu partout sur le SI. Et puis, tout le monde va être sur la même, donc du coup, il faut que ça marche tout le temps. Ou en tout cas, quand ça tombe en panne, que ça ne reste pas en panne très longtemps. Et puis, on a un gros challenge, et on va aller dessus dans le reste de la conf, mais on a un gros challenge sur l'onboarding. On a des développeurs qui sont déjà sur des embryons d'usine un peu partout. Ça ne les enchante pas forcément de passer sur leur petite usine où ils avaient la main sur à peu près tout, à une usine un peu groupe où il y a une équipe dédiée qui gère, sur laquelle ils ne vont plus pouvoir tout faire non plus. Donc à ce moment-là, Enedis enclenche un dialogue compétitif. Il y a déjà eu une première sélection dans l'appel d'offres sur... il devait rester à peu près 5 ou 6 prestataires. Cette phase-là de dialogue compétitif, donc sur le lot 5, SRE, elle va durer à peu près 1 an et demi. Donc pendant un an et demi, on va avoir un dialogue entre Enedis et les différents compétiteurs pour essayer de trouver la meilleure usine possible, celle qui a la plus faible empreinte sur le SI, la plus résiliente. On va échanger nos idées et il y aura plusieurs phases. Donc c'est vraiment une co-construction avec le client, donc directement avec eux, où on va constituer des maquettes, faire des proof of concept, faire des démos de nos maquettes, et puis on arrivera à la fin à construire le vrai appel d'offres qui va déclencher l'installation de l'usine. Donc c'est un process qui va durer en tout et pour tout 2 ans environ, où on va itérer plusieurs fois. Et à la fin, on arrivera à émettre un cahier des charges technique. Et puis, les 5 ou 6 prestataires qui restent, chacun fournit son offre, sa solution et sa proposition commerciale. Alors, la solution qu'on a choisie. Là, je vous montre un petit schéma d'une des premières maquettes qu'on a pu faire, où on a un choix basé sur GitLab. L'appel d'offres était vraiment ouvert. Enedis voulait une usine qui s'interface avec l'Artifactory, le HashiCorp Vault, le Sonar et le Checkmarx, quoi. Donc nous, on choisit GitLab. On a de la chance, on tombe à peu près dans le 1000. On s'apercevra après, quand on commencera à déployer l'usine, que c'était dans toutes les petites usines qui traînaient, le choix technique qui avait été le plus utilisé. Donc du coup, on tombait bien avec les développeurs. On choisit aussi de séparer les runners de CI avec les runners de CD. On est dans une entreprise grand compte avec un SI complexe. Du coup, on se doute que les zones réseau sont quand même un petit peu segmentées et qu'on aura des différences entre ce qui se fait en CI et ce qui se fait en déploiement, quoi. Bien sûr, c'était dans le cahier des charges. On s'intègre, on fait la démonstration qu'on peut s'intégrer avec un SonarCube, avec un Checkmarx, avec une registrie et avec un gestionnaire de secrets. Dans notre premier jet, on prévoyait, alors je vais essayer de vous montrer, hop, là, voilà. Donc on a le cœur d'orchestration CI/CD ici, et je vous en ai pas encore parlé, mais il voulait une usine qui soit
capables de builder leurs applis on-prem, mais aussi sur leur tenante AWS. Désolé, ils sont aussi chez AWS. Et donc, on a ici quelques runners. Donc, dans la solution qu'on prévoyait au départ, dans la maquette, on prévoyait d'avoir un orchestrateur seul, enfin, un seul orchestrateur on-prem qui pilote des runners on-prem et puis des runners sur le cloud, avec un système de tagging pour séparer les différents runners. Durant tout le dialogue compétitif, Enedis nous laisse continuer sur cette solution-là. Et puis on s'apercevra quand on aura enfin été sélectionné, qu'on aura gagné l'appel d'offres, que en fait il y a trop de séparation entre ce qui se passe sur le cloud et ce qui se passe on-premise, et il nous faudra un orchestrateur dédié cloud. Donc il faudra qu'on ait plusieurs instances GitLab avec des systèmes de réplication potentiellement pour aller déplacer nos sources d'un côté ou de l'autre. Et du coup, à la fin de ce dialogue compétitif, donc on est sélectionné et on démarre un projet d'intégration, j'ai envie de dire standard. On va aller faire une phase de design chez le client. On passe les différents consuels d'architecture et on finalise la solution. Du coup, je vous ai fait un autre petit dessin. Donc, vous voyez à droite le cloud avec le GitLab et je vous ai mis que la base Postgre qui est à côté du GitLab. Sur le cloud, pas de séparation entre CI et CD. Tout est fait par authentification et pas par zonage réseau. Et puis, les runners CI vont produire de l'artefact rangé dans des registres, soit de l'ECR, soit de l'Artifactory on cloud pour les artefacts Java ou C, ou ainsi de suite. Et puis, ça déploie. Il y a des runners CD qui vont déployer sur les différentes applications. Côté on-prem, on a exactement la même chose. Un GitLab CI avec sa base Postgre. Pour la base Postgre, on va pouvoir s'intégrer chez Enedis avec un service de DB as a service qu'ils ont déjà dans leurs infras. Donc, on a zéro management de la base à faire, nous, côté usine. Tout un tas de runners CI qui, eux, tournent sur un cluster Kubernetes. Comme ça, on a toute l'élasticité qu'on peut vouloir. Et on n'a pas de problème sur le build. Tout ça se fait dans une seule zone réseau. Et puis, ça va aller faire les analyses statiques de code, le dépôt dans les registries, la gestion des secrets. Et puis, pour les déploiements, on a une zone dédiée pour quelques runners mutualisés. Et puis, il y a certains projets qui ont une sécurité un petit peu différente. Il y a certaines applications qui ont une sécurité un petit peu renforcée. Et dans ces cas-là, on automatise le déploiement d'un runner de déploiement d'un runner CD dédié à l'appli qui va tourner dans un... Alors, c'est pas des namespaces, enfin, c'est des namespaces OpenStack en général. Donc dans des zones réseau vraiment dédiées avec des security groups différents. Donc des runners de CD sont là. Tout ça, ça passe par un gros firewall virtuel dont vous avez entendu parler normalement il y a 2 ans ici, enfin en Studio 2. C'est Fougasse. C'est une solution de cluster virtualisé qui gère en fait le déploiement des règles de sécurité un petit peu partout. C'est APIisé, du coup, on est capable de produire le runner CD dans la bonne zone réseau et d'aller provisionner les bons flux firewall pour faire les déploiements, enfin pour en tout cas permettre les communications entre les runners CD spécialisés des différentes applications pour aller communiquer avec le GitLab CI.
Donc l'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle a une empreinte minimale dans le SI existant. En fait, ici, on va provisionner un namespace Kubernetes avec des runners CI dedans, et puis un GitLab CI, et tout le reste, on utilise soit des offres de services déjà industrialisées chez Enedis, ou des plateformes déjà déployées. Donc tous les outils annexes de l'usine, que ce soit le sonar, le checkmarks, sont déjà là. On a juste à provisionner des credentials pour s'y raccorder. Les runners, c'est une charte Helm. Et puis les runners CD, c'est un rôle Ansible. Et on est capable de faire popper la machine OpenStack dans le bon namespace. On lui joue son Ansible et ça tourne tout seul. Donc une empreinte de la plateforme très, très limitée sur le SI finalement. Comme vous le voyez, le principe est reproductible. On a déployé le même type de plateforme, quasiment le même type, sur le cloud et on-prem. Donc les outils, tous les templates de job qu'on va produire après, sont tous utilisables à gauche et à droite. Donc on a des développeurs qui ne sont pas perdus, qui changent d'équipe régulièrement et qui utilisent tous les mêmes outils à peu près de la même façon. C'est une solution à base de GitLab CI et c'était la solution d'orchestration de supply chain la plus utilisée chez Enedis. On a trouvé du Bitbucket Jenkins, on a trouvé du GitLab Jenkins, on a trouvé, je ne sais plus trop, on a trouvé un petit peu de tout et n'importe quoi, mais vraiment la plateforme qui était déjà choisie par les développeurs, c'était principalement du GitLab CI. Donc on a eu du bol, on est tombé sur ce qui correspondait bien aux développeurs. Donc on se facilite quand même beaucoup la tâche sur l'onboarding de la plateforme. Et puis, on avait une bonne séparation entre la CI et la CD qui nous permettrait de pouvoir évoluer à horizon, on va dire moyen terme, donc à 3, 4, 5 ans, sur des solutions un peu plus modernes de CD plutôt qu'un simple runner GitLab CD, quoi. Au niveau de la timeline, voilà comment le projet se découpe à peu près. Donc on va avoir 4 streams principaux, une plateforme, le projet d'intégration de la plateforme on-prem, le projet d'intégration de la plateforme cloud, et puis 2 autres streams qui va être la constitution de l'équipe qui va faire la maintenance et l'onboarding et l'accompagnement des développeurs sur la plateforme, et puis le design, l'enrichissement d'une offre de service. L'idée vraiment sur ce projet-là, c'était pas de faire un simple projet d'intégration et d'aller concevoir, déployer une plateforme et repartir en laissant de la doc derrière nous. L'appel d'offres nous demandait d'exploiter la plateforme pendant 3 ans derrière. Et de réussir, on était jugé, les KPI du projet étaient jugés sur le nombre de projets qu'on avait onboardé sur la plateforme et du coup le nombre de mini-usines qu'on avait déprovisionnées. Donc on commence par une phase de découverte, on va aller faire un peu l'inventaire de tout ce qui traîne dans le SI, et puis on commence l'architecture. Alors l'architecture, on a justement de la chance, ça va très vite parce qu'il y a eu 1 an et demi de dialogue compétitif avant. Donc on a co-construit la plateforme petit à petit avec Enedis, pendant 1 an et demi, ce qui fait que en 3 mois, on a fait notre inventaire, on a fait l'architecture, elle a été validée par le consuel. Je crois, on nous avait dit à l'époque qu'ils n'avaient jamais vu ça chez Enedis, 3 mois pour passer un consuel, c'était du jamais vu. Du coup, c'est pareil, on va les déployer tout petit au départ. Notre usine, elle sait faire le build, à peine le déploiement, les tests unitaires, et on va livrer quelque chose très rapidement. On va commencer à prendre des pilotes
le plus vite possible. On va commencer à onboarder du monde le plus vite possible. Déjà pour valider le peu qu'on a fait, et surtout pour designer tout le reste, tous les autres templates, au mieux pour les développeurs. Parce qu'à partir du moment où on a la plateforme, vous voyez que, enfin, je vous remets les slides de la plateforme, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une usine logicielle standard. Le gros challenge, ça va être de ramener 400 projets sur notre plateforme, alors qu'ils ont déjà des pipelines qui tournent, qu'il va falloir leur dire de les utiliser autrement, de peut-être changer de modèle. Donc le gros du boulot, ça va être de l'onboarding, de la gestion de changement. En parallèle, quand même, on déroule la plateforme cloud. Dès qu'on a fini le consuel, dès qu'on a eu le tampon d'architecture pour la plateforme on-premise, on commence à déployer la plateforme cloud. Et donc, sur les deux autres streams, on fait de la doc dès le départ. Dès qu'on commence à faire de la découverte et qu'on commence à designer un petit peu nos modèles de job, que ce soit pour le build, pour les tests unitaires, pour aller déposer un artefact sur Artifactory, et ainsi de suite, on commence déjà à écrire de la doc. Dès qu'on a un petit peu de doc, vous voyez, voilà, on a le consuel, donc on a le tampon en novembre, on a le tampon de l'architecture, on a un minimum de doc, et du coup, on va pouvoir commencer à onboarder des pilotes. Et on les prend, on essaye de trouver les projets les plus simples, les plus faciles à migrer, donc qui font pas grand-chose, grosso modo, sur l'usine. On les migre et on met à disposition, je vais vous le montrer un petit peu après, on met à disposition les templates de job avec un programme d'inner source sur lesquels les développeurs ont la main sur les templates de job. Ils peuvent contribuer, modifier, enrichir sous forme de merge request les templates de job pour améliorer petit à petit toute la plateforme. Donc voilà, fin 2023, ça marche, ça tourne à peu près. Ça fait pas encore grand-chose, mais ça fait le basique d'une usine. Ça build et ça déploie. Et ça fait un minimum de tests unitaires quand même. Et on y va comme ça. Et au fur et à mesure où on va onboarder des projets, on aura des besoins spécifiques. Quand ils sont vraiment hétéroclites, on aide les équipes développeurs à basculer sur GitLab CI quand ils n'étaient pas sur du GitLab CI. Et puis, dès que c'est quelque chose qui va être réutilisable, on en fait un template, on le met à disposition de la commu et on en fait la publicité. Et donc, dès mars 2024, on a les deux plateformes, donc on-prem et on-cloud, qui sont déployées et fonctionnelles. Et on a des templates de job pour à peu près tout ce qui se build. Et on commence à avoir des templates d'infrastructure as code et des templates qui vont faire de la manipulation de secrets sur le Vault. Et à partir de là, ça commence à onboarder du projet à l'appel. Fin 2024, on est à peu près à 400 projets onboardés qui sont sur la plateforme. On a fermé les deux plus grosses usines Shadow IT chez Enedis et on continue encore à le faire cette année. Donc, je vais vous parler un peu de l'équipe, comment est-ce qu'on s'est organisé pour pouvoir gérer ça. Du coup, on a eu au début du projet des architectes. On s'est mis à deux. Alors, je vous parle un peu de Clanic, mais on était en groupement avec Hippon Technologies. On avait nos deux architectes. Donc moi, je représentais Clanic. Et on a eu un architecte aussi de Hippon Technologies, où on a fait le design des deux plateformes, les passages en comité d'architecture et tout ce qui s'ensuit. Un product owner qui va... lui, son but, ça va être de gérer le produit, gérer les fonctionnalités, prioriser un petit peu les tâches et transférer le product ownership
au client une fois que la plateforme est livrée en MVP. Et à partir de là, c'est Enedis, on a un product owner chez Enedis qui va gérer les fonctionnalités. Un Scrum Master, parce que tout se fait en agile, en framework safe chez Enedis. Donc on avait un Scrum Master pour l'équipe, et puis une équipe d'ingé DevOps avec des profils, on va dire confirmés et seniors au départ, et puis on redescendra un petit peu sur du débutant et confirmé plutôt après, une fois que la plateforme est livrée, qu'on a un onboarding qui tourne bien sur les projets. Donc comment est-ce qu'on a fait pour réussir maintenant ? C'est déjà, dès la phase d'architecture, essayer de trouver, quand on va faire l'inventaire chez Enedis, c'est essayer de voir un petit peu ce qui marche bien chez eux. Les choses où on a une bonne adoption chez les développeurs. Et essayer de reproduire ou de réimplémenter ce qui a déjà été fait, de la manière dont ça a été fait à peu près. Essayer de déranger les développeurs qui vont être nos clients pendant 5 ans le moins possible. Un autre facteur de succès très important, c'est dès le début, dès la conception, c'est penser à l'onboarding sur la plateforme. Il faut que l'onboarding soit le plus simple possible et apporte le plus d'innovation, ou le plus de facilité possible. Et puis, on a aussi un peu remporté l'appel d'offres parce qu'on on donnait une image qui correspondait à ce qu'attendait Enedis du SRE. Et donc, on fait du lean engineering. On briefe ce qu'on fait, on fait ce qu'on briefe, on débriefe ce qu'on a fait, on améliore et on recommence. La documentation, ça fait partie du produit. Sinon, c'est pas un produit, c'est un outil. Et encore, c'est pas une option, c'est vraiment très important, au moins dans ce genre de projet, où on va devoir gérer du changement pour une population de 500-600 personnes, quoi. Il va falloir absolument les onboarder, donc on doit toujours penser à de la doc. Comment est-ce que quelqu'un qui arrive sur la plateforme peut prendre en main la plateforme le plus facilement possible dans le contexte Enedis. Et puis un dernier élément qui nous a semblé clé, c'est que la plateforme elle est au service des développeurs et donc ils doivent avoir une part dedans. C'est toujours le plus simple et le plus fluide possible quand ils peuvent apporter leurs innovations dedans. Il y avait déjà chez Enedis, en fait, dans les équipes produits, il y a tout un tas de développeurs, un Scrum Master, éventuellement un chef de projet ou un PO, et il y a toujours un DevOps détaché dans chaque équipe. Donc ils ont déjà des gens qui sont quand même en capacité d'écrire du pipeline, de faire des choses sympas sur la CI/CD. Il va falloir pouvoir les onboarder, leur récupérer, ou en tout cas essayer de profiter de leur intelligence, parce que avec notre équipe Placide, on n'est que 5, 6, 10 suivant les moments. Quand on en a 80 en plus qui ont des compétences CI/CD, on peut faire des pipelines beaucoup plus sympas. Et surtout, on n'oublie pas qu'il faut onboarder ces gens-là. Si possible, que le gars DevOps qui est dans l'équipe produit, il ait le moins de choses possibles à faire et que les développeurs eux-mêmes directement soient déjà en capacité de faire des choses. Allez, je vous donne un petit peu de chiffres. Voilà l'équipe Vulcain, un petit peu. Voilà ce qu'ils font, les ingés. Dans l'équipe, il y a donc un petit quart de support utilisateur. Quasiment la moitié de leur temps, c'est de l'onboarding de projet. Et puis, il y a forcément un peu gestion de l'équipe, un petit peu d'études,
On va revenir dessus. Je vais vous donner un petit exemple sur ce qu'on a fait comme étude. Il y a toujours un peu de veille techno. Et puis, il y a de la maintenance de la plateforme. GitLab, c'est sympa, mais il faut penser à l'upgrader quasiment tous les mois si on veut pas faire des cauchemars. Donc, il y a quand même de la charge de travail en maintenance de la plateforme. Voilà un petit peu ce qu'on a pu obtenir comme KPI sur l'usine. Donc on est monté début octobre où il y avait à peu près rien jusqu'à la fin du mois d'avril. On est à peu près à 1600 utilisateurs actifs sur GitLab. Sur la plateforme cloud et sur la plateforme on-premise, on est à peu près à 4800 utilisateurs actifs, avec une montée qui est grosso modo stable. Il y a d'autres gros projets qui tournent chez Enedis sur l'année 2024 qui ont été un peu structurants et qui nous ont donné des ralentissements et des accélérations suivant la séparation entre EDF et Enedis. Au niveau réseau, il se trouve que EDF était le prestataire réseau d'Enedis. Il y a une séparation des zones réseau, donc il y avait des gros projets de migration qui étaient faits en parallèle d'une autre, qui nous donnaient des stop and go au niveau des équipes, quoi. Mais là, je vous donne un petit peu les chiffres de projets. Donc on a bien sûr organisé les projets sur le GitLab avec un niveau 1 pour le département, un niveau 2 un peu plus fin, puis un niveau 3 pour le projet applicatif. Donc c'est pour ça que je vous donne les groupes de niveau 3. On est à peu près sur 300, on est monté jusqu'à 330 applis on-premise, plus 178 sur le cloud. Au niveau des builds, on vient juste de passer le million de builds par mois sur l'usine. Côté cloud, ça monte aussi un petit peu de manière exponentielle. On est aux alentours des 60 000 builds par mois sur l'usine. Au niveau stockage, je passais vite dessus, mais on est sur du stockage dédupliqué à peu près à 160 gigs on-premise et environ une centaine de gigas de sources sur le cloud. Des chiffres un petit peu sur l'accostage des projets. Ce qu'on appelle l'accostage chez Enedis, c'est l'onboarding des projets applicatifs, en fait. On accoste sur Placide. Alors, celle-là est un peu compliquée. Le vert, c'est tous les projets qu'on a fini d'accoster ce mois-ci. Le bleu, c'est les projets qui commencent l'accostage le mois en question. Et puis, les jaunes et les rouges, c'est les accostages qui sont en cours. Soit en cours parce que l'équipe qui gère Placide n'a pas eu le temps encore de terminer l'accostage, soit en rouge parce que l'équipe projet est bloquée ou occupée sur d'autres choses et a dû mettre en pause son accostage pour une raison externe, en tout cas à l'usine. Donc vous voyez qu'on a un stock de projets onboardés qui reste à peu près stable et qui décroît légèrement dans le temps. Et on arrive à sortir 10-15 projets par mois. Après, ce que vous ne voyez pas ici, c'est la taille de l'équipe Placide, justement, qui, elle aussi, varie à peu près au semestre. Grosso modo, c'est Enedis qui nous dit on a du budget pour X ingénieurs ce semestre-là, et donc ça va donner des objectifs d'onboarding de X projets par mois pendant les 6 prochains mois. Donc on a aussi un pilotage qui est fait par Enedis là-dessus, où ils nous disent ce semestre-là, votre cible, c'est 10 projets par mois, et puis le semestre d'après, c'est 3 projets par mois, et puis après on repasse à 10 ou 15. Donc voilà un petit peu. Maintenant, sur l'efficacité de l'accostage ou la simplicité de prise en main de la plateforme. Vous l'avez ici. Je suis désolé.
J'ai eu beau retourner mes chiffres dans tous les sens. On est à 50% tout le temps, tous les mois, de projets qui onboard avec une assistance de l'équipe Placide, et 50% qui arrivent à accoster tout seul, uniquement avec de la doc. Et c'est pile stable tous les mois. Je vous jure, c'est pas du pipeau. Voilà. Après, on va s'auto-congratuler un petit peu quand même. Voilà, on fait de l'enquête de satisfaction régulièrement et on tire entre 8,5 et 9,5 sur 10 de la part des développeurs. À chaque fois qu'on fait un sondage, on en fait un par trimestre. Vous voyez là sur le dernier, on sépare notre population en trois. Les promoteurs, ceux qui sont vraiment contents d'être sur la plateforme et pas ailleurs. Les gens qui disent c'est une usine comme une autre, elle marche bien. Et puis les détracteurs, ceux qui sont pas contents, on n'en a pas. Et donc, vous voyez qu'on a à peu près 50% de gens qui sont satisfaits d'utiliser l'usine et à peu près 50% qui nous disent franchement, on a gagné par rapport à l'ancienne qu'on avait, quoi. Maintenant, le futur de Placide, il me reste encore un petit peu de temps. Hop. On a fait une étude en 2024 pour étudier l'opportunité de réimplémenter une troisième instance de la plateforme en ZSE, c'est-à-dire sur le réseau connecté à la production énergétique. Donc du coup, j'ai fait une prestation de 2-3 mois là-bas, où on a pu voir un peu le nombre de projets qu'il y avait sur cette zone-là, les contraintes de sécurité qu'il pouvait y avoir sur cette zone-là, qui est vraiment une zone réseau complètement coupée du reste du SI Enedis, donner quelques chiffres grosse maille à la DSI d'Enedis pour dire voilà, si vous voulez reproduire le schéma Placide sur cette zone-là, voilà à peu près ce qu'il faut investir comme temps, les inconvénients et les avantages que ça présente et ce que vous pouvez espérer y gagner. Du coup, ça a été fait en 2024. 2025, ils avaient la queue de projets de séparation des réseaux entre EDF et Enedis. Donc du coup, l'opportunité n'était pas bonne pour 2025. Ils ont dit on le fera en 2026, une fois qu'on aura des réseaux bien séparés entre EDF et Enedis. Et du coup, ça a été mis au budget pour 2026. Donc 2026, on déploie une troisième plateforme identique, avec quelques différences. Sur la zone, on va dire réseau un petit peu sécurisé quand même d'Enedis. Donc là, c'est tous les services qui sont essentiels à la nation, qui sont sur ce réseau-là. Grosso modo, il y a beaucoup plus de contraintes de sécurité sur ce réseau-là, mais il y a aussi beaucoup plus d'automatisation. Donc, en fait, finalement, ça se compense bien et ça apporte pas un surcoût énorme à Enedis de déployer une troisième instance. Donc, il faudra remplacer une solution à base de Bitbucket et Jenkins par Placide. Et puis, sur une zone qui a beaucoup plus de contraintes de sécurité, mais comme je vous disais, qui est un peu plus mature en termes d'automatisation infrastructure. Et puis, on a la satisfaction d'intervenir sur des zones essentielles au fonctionnement de la nation, quoi. Voilà à peu près. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps. Oui, c'est bon, on va prendre le temps pour une ou deux questions. Merci en tout cas pour la présentation. Alors moi j'avais une question sur... on m'entend? Oui, c'est bon. Chez Enedis, il y a un projet un peu qui va être sur du move to cloud. Donc, en gros, les projets que vous avez déjà onboardés, ils vont devoir s'onboarder une deuxième fois du coup sur
La plateforme qui n'est pas on-premise et plutôt sur AWS. Enfin, Alors, il y a quand même des connexions qui sont possibles. Au niveau des sources, par exemple, on peut aller les répliquer sur le cloud. C'est-à-dire que si ton projet était initialement sur le GitLab on-prem et que tu as une cible de déploiement qui change et qui va aller sur le cloud, on est capable de bouger, tes sources sur le cloud. Il va falloir quand même te reprovisionner des credentials à toute l'équipe sur le GitLab Cloud. Mais les sources vont bouger et les templates de job sont les mêmes, même si en interne, après à l'intérieur, ils font pas exactement les mêmes choses. Tu retrouves les mêmes templates de job. Si tu avais un template de job de build Java, tu auras un template de job qui s'appelle pareil, de build Java là, côté cloud. Après, de la bouche d'Enedis, il y a très peu de projets qui bougent sur le cloud. Généralement, les projets sur le cloud naissent là-bas et a priori ils restent. Mais c'est le mainstream après. Et puis, enfin voilà, ça c'était leur approche il y a 2 ou 3 ans. Est-ce que ça sera la même tout le temps? Sûrement pas. Hein. Ah non, il y a bien un projet Move to Cloud qui est enclenché chez Enedis. Et du coup, en plus, la façon de déployer, elle va être différente complètement. Donc, c'est vraiment un autre processus qui va devoir se mettre en place, quoi. Ouais. Après, le déploiement, enfin, si tu pars d'un on-premise sur des VM virtuoses et que tu vas après sur le cloud, sur de l'EKS, oui, mais tu changes l'archi de ton appli là du coup. Donc effectivement, il y a du rework à faire sur tes pipelines, mais normalement, tu as des templates pour à peu près tout. Donc a priori, tu t'y retrouves, quoi. Merci. Alors, on va poser une dernière question. On va prendre le temps, on dépasse un petit peu, c'est la fin de journée. Après, on vous libère. De toute façon, je reste là, donc vous pouvez m'attraper dehors, il n'y a pas de souci. Moi, merci. C'était pour savoir si vous faisiez de l'open source et s'il y avait donc des GitLab CI Components peut-être open source. Alors, le GitLab, lui, c'est un community. Et alors après, c'est quoi ta question? C'est de l'open source sur le... Parce que je pense que vous avez utilisé des GitLab CI Components et c'est pour savoir si vous utilisez des templates. Oui, je pense que c'est des templates. Okay. Ah, c'est du CI, c'est du GitLab CI communautaire. Donc, c'est... Alors, moi, j'aurais une première question. C'est est-ce que vous utilisez, mais vu la temporalité du déploiement, je pense que c'est plutôt des templates GitLab. Parce que GitLab a sorti une notion de componente qu'ils essaient de pousser. Est-ce que c'est des templates GitLab ou des componentes GitLab? Non, c'est des templates GitLab. D'accord. Est-ce que Enedis a mis en open source certains de ces templates, ou c'est vraiment tout est en closed source que pour les gens de chez Enedis? C'est de l'inner source. Que inner source. Donc tous les templates qu'on a pu produire dans l'usine et sur lesquels les développeurs Enedis contribuent aussi, hein, c'est de l'inner source. Donc c'est complètement open, mais chez Enedis. Et est-ce que vous avez des métriques qui retournent un peu le taux d'usage de ces templates au sein des 400 projets qui ont été migrés, pour savoir si vraiment il y a beaucoup de développeurs qui les utilisent et qui en plus aussi y contribuent? Je crois pas que j'ai fouillé pour faire les slides toutes les KPI qu'on produisait. J'en ai pas trouvé. Après, je pense que ça m'est arrivé en 2024 de recontacter Enedis pour essayer de leur proposer justement des solutions qui t'apportent ça. Enfin, je pense à R2 DevOps par exemple. Et commercialement, j'ai pas réussi à m'en sortir encore. Mais je pense que ça aurait été bien d'avoir vraiment un dashboard de développement, quoi, sur ça. Rien que pour avoir de la conformité, vérifier que tes templates, tes projets utilisent bien des templates à jour et pas la version N-3. Et puis qu'au niveau sécurité, parce que tu as aussi, généralement ces solutions-là, elles arrivent un peu avec d'audit sécurité sur ta chaîne CI/CD. Ça serait bien de pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas trop de secrets qui traînent dans les pipelines ou des choses comme ça, quoi. Oui. Très bien, merci. Merci encore, félicitations.
On va clôturer cette journée Wax en vous remerciant tous de votre présence, en remerciant les sponsors sans qui elle aurait pas eu lieu. Laura, l'organisatrice, qui s'est donnée pour nous offrir cette journée. Elle n'est pas là, mais merci de l'applaudir. Et merci à vous d'être venus. On vous donne déjà, donc il y aura déjà les conférences qui seront disponibles en vidéo sur YouTube et sur le site WaxConf d'ici 3 semaines. Et on vous invite à noter dans vos agendas dès l'année prochaine pour le jeudi 25 juin 2026. Voilà la prochaine saison de la Wax. Merci à tous et bonne soirée.